vous laisse vous présenter, nom, prénom, année, ce que vous faites. Yves, à vous. Présentez-vous. Moi, je suis Yves Collonges, le plus ancien maître d'armes, disons, je pense, de la Ligue. Je suis arrivé à Bourges en 1964 et j'ai travaillé jusqu'à l'âge de 82 ans. Voilà. J'étais professeur d'éducation physique et en même temps, donc j'ai enseigné l'escrime en tant que maître d'armes. D'accord. Vous avez commencé quand à être maître d'armes? En quelle année? Oui, en quelle année? En quelle année vous êtes devenu maître d'armes? Eh bien, je suis devenu maître d'armes. Mon diplôme est d'ailleurs dans l'entrée ici. Je suis devenu maître d'armes en... Alors... C'était... en 1957. Après 2 ans passés à l'école d'escrime. Et après avoir fait le professeur d'éducation physique. D'accord. Pourquoi vous avez commencé l'escrime? J'ai fait l'escrime parce que j'ai connu autrefois un ancien maître d'armes, dont j'ai le livre ici. J'ai le livre de son père, qui était un ancien maître d'armes de duel. Son père, et le père et le fils, enseignaient l'épée et l'épée de duel. L'épée de salle, mais en même temps l'épée de duel, parce que dans les années vers 1900, il y avait encore des duels, puisqu'il y en a eu après. Et c'était un ami de ma famille. Il m'avait dit, je te donnerai le virus de l'escrime. Mais les choses ont été difficiles pour moi, parce que je suis un enfant de la guerre de 39-40. J'ai failli plusieurs fois avoir des petits problèmes avec les Allemands, qui m'ont mitraillé, qui m'ont lancé des obus sur la tête. Après, j'ai été au lycée, mais dans les anciens lycées, où on était d'abord, c'était l'après-guerre, on n'avait pas à manger, il n'y avait rien à manger, et on ne sortait pas. C'était des lycées comme on voit dans les anciens films. Interdiction de sortir, promenade le jeudi, promenade le dimanche. Mes parents habitaient en campagne, il n'y avait pas d'essence, donc ils ne pouvaient pas venir me chercher. Donc je restais enfermé. Et voilà, et ça s'est passé comme ça, d'un lycée sur l'autre. J'étais au lycée de Châteauroux d'abord, après au lycée de Poitiers. Là, le lycée de Poitiers était un peu plus ouvert. Ce qui m'a permis, par exemple, d'aller sortir un peu pour aller faire de l'athlétisme. J'aimais bien l'athlétisme. Et c'est à la suite de ça que j'ai décidé de faire le professeur d'éducation physique. Les profs de gym m'ayant conseillé de faire le professeur d'éducation physique. Et en même temps, j'avais un diplôme de maître nageur sauveteur. Voilà, j'allais l'été, quand j'étais, disons, quand j'avais 22-23 ans, j'allais à Biarritz-Sandelette garder la plage là-bas. Dans des conditions difficiles. Parce que la mer là-bas anglais était très difficile. Voilà. Super. Et après, j'ai fait 28 mois de service militaire. Et je me suis trouvé dans des conditions un peu particulières comme celles d'aujourd'hui. Avec un prédécesseur à M. Poutine qui s'appelait Khrouchtchev. Et qui nous a fait un ultimatum sur Berlin en 1958. Et qui a fait que on a emmené les chars français en face des chars russes. Et ça a duré pendant plusieurs mois. J'ai donc eu une jeunesse un peu spéciale. Mais à partir de là, après, j'avais été nommé à Albi. Et je suis donc retourné à Albi. Et pour des raisons de santé de la famille, je suis venu à Bourges. Voilà. Et à Bourges, au vieux lycée Alain Fournier, qui était donc où il y a l'école Les Beaux-Arts? des Beaux-Arts maintenant,
j'ai commencé l'escrime là. Et après, je suis venu au niveau lycéen à Fournier. Et là, j'ai enseigné dans les écoles primaires qui étaient aux alentours. C'est là où j'ai connu le maître d'armes qui était à côté de moi, qui a été mon élève. Il avait 8 ans. 8 ans, voilà. Voilà. Et je l'ai eu comme élève après au lycée à Fournier. Voilà, donc quand on parlait de points communs et qu'on avait un destin un petit peu lié, alors bien sûr, ma jeunesse a été plus douce que celle d'Yves. Donc j'ai commencé effectivement l'escrime à l'âge de 8 ans. Et effectivement, Yves voulait développer l'activité aux alentours du lycée Alain Fournier, que vous connaissez peut-être. Et donc il faisait le tour des écoles après les cours. Une fois par semaine, dans un premier temps, il venait faire de l'initiation. Moi j'étais à l'école des Gibjons à l'époque. Et je me suis pris tout de suite vraiment au jeu de cette discipline-là. Commencé par du fleuret, bon, ça a duré 1 an, puis après je me suis dit que le sabre était peut-être plus adapté à ce que je représentais moi. Donc à partir de ce moment-là, une fois rentré dans cette école et cette initiation, je n'ai plus quitté l'escrime depuis. Donc j'ai 59 ans maintenant, donc voilà. Il a eu quelques titres de champion de France. Ça on verra éventuellement après, mais donc finalement, donc Yves m'a donné ce virus. Il parlait de virus tout à l'heure. Vous voyez, c'est des virus qui se transmettent et ce sont de bons virus aussi. Et donc j'ai fait un parcours de tireur très jeune, toutes les catégories effectivement, de tout petit poussin jusqu'à junior. Et puis arrivé en junior, j'ai effectivement là, c'est le tournant d'une vie, hein, donc les études. Et les études ont été de faire, dans un premier temps, essayer de faire comme Yves, prof d'éducation physique. Et bon, j'ai échoué dans cette mission-là. Ce qui m'a permis de t'emmener à la piscine, quand Oui, même. c'est vrai. Et donc, j'ai donc échoué dans cette première voie-là. Et puis, comme l'enseignement était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, eh bien, j'ai passé le concours à l'école normale pour être instituteur. Et donc, j'ai à la fois été instituteur et, comme Yves était prof de PS et maître d'armes, j'ai aussi passé ma maîtrise d'armes en 1982, ce qui m'a permis de faire en parallèle cette activité pendant maintenant 82, 2022, ça fait 40 ans. Voilà. Et en dehors de tout ça, j'ai lancé ici l'escrime pour handicapés pour un infirme moteur cérébraux. J'allais dans à Cornus où il y avait des IMC. Et j'ai fait travailler des IMC, ce qui est un travail très particulier. À l'époque, d'ailleurs, j'ai écrit un livre là-dessus. Donc IMC, vous pouvez préciser ce que c'est peut-être pour ceux C'est l'infirme moteur d'origine cérébrale. D'accord. C'est-à-dire, ce sont des enfants qui, à la naissance, ont des problèmes. À l'époque, très souvent, pour des accouchements mal faits, ou bien par hérédité. Et donc, il y a des tas de maladies différentes. Et le but de l'escrime, c'était d'essayer d'arriver à leur donner une meilleure possibilité de vie. Et en même temps, sous une forme, disons, un peu plus amusante que les exercices qu'ils faisaient simplement avec les kinés. Très bien. Ok. Du coup, donc, vous avez tous les deux commencé l'escrime assez tôt, finalement. Qu'est-ce qui vous a amené à commencer l'escrime? Parce que Yves vous avez dit que c'était une rencontre plus particulièrement. Je vous dis, c'était parce que j'ai connu cet ancien maître d'armes qui était à la retraite, et qui était un ami de ma famille, et qui donc, j'avais 12-13 ans, il m'a mis une épée dans la main. Avant, de toute façon, je faisais la guerre, donc je ne pouvais pas faire autre chose. C'est évident. Est-ce que vous avez fait de la compétition Peu de compétition, j'étais pas. Ceci dit, j'ai quand même été avec lui. On a été champion de ligue par équipe au sabre une année, parce que le 4e joueur de l'équipe était malade. Il manquait un tireur.
J'ai donc fait le 4e de l'équipe. On a été. Nous avions gagné, tout à fait. Sinon, le reste, je n'en parle pas. J'ai eu un titre de champion de France vétéran 4, mais Bah, c'est très louable, Yves. j'ai aussi un gars en finale. Mais je n'étais pas. Mon but, c'était, disons, d'amener quelque chose à quelqu'un. Et par contre, ça ne m'a pas empêché, moi, de me battre. Mais sur le plan, disons, de ma profession proprement dite de maître d'armes. Voilà. Et j'ai formé des élèves à un certain niveau parce que on me disait gentiment, oui, mais il a des élèves jeunes, mais il ne forme pas de champions. Et j'ai donc fait travailler certains de mes élèves qui en avaient envie, bien que je les ai un peu freinés quand ils étaient en terminale pour qu'ils puissent avoir leur bac. Qui était quand même avant tout la N'est-ce pas? priorité. Et du coup, Didier Asselin, vous avez commencé l'escrime à 8 ans. 8 ans, donc pareil, hein, Une rencontre. la rencontre de Yves. Alors j'étais quand même un petit peu en... Je faisais 2 activités, il y avait l'escrime, puis je faisais aussi de l'athlétisme. Et l'athlétisme, bon, j'avais aussi quelques petits résultats, je courais bien tout ça, mais moi ce qui m'embêtait un petit peu, c'était de faire les crosses l'hiver. Et ça faisait froid. Donc il a fallu un moment que je fasse le choix entre l'athlétisme et l'escrime. Et une des motivations a été de rester au chaud l'hiver, à faire un sport en salle. Donc c'est pour ça que je me suis plus tourné vers l'escrime. Et puis par contre au collège et au lycée, j'ai aussi fait beaucoup de hand. Où effectivement ça c'était un complément à l'escrime qui était vraiment quelque chose de très bien. Parce qu'une activité individuelle et une activité d'équipe, c'était parfait. Comme complément, quoi. Voilà. Ok. Donc, au niveau de la compétition, vous avez tout de suite, comment dire, accroché sur ce système de compétition avec les autres. Oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours... D'ailleurs, je le suis encore, compétiteur, parce que depuis une dizaine d'années, je me suis remis sur la piste dans les catégories, on va dire, vétérans. Et donc, oui, depuis tout jeune, ça a été un moteur de se dire que c'était un sport de combat, donc qui dit sport de combat, il faut affronter, il faut... voilà, donc ça a été un petit peu comment on va dire, mon essence, quoi. Donc voilà, donc j'ai eu, oui, effectivement, quelques titres étant jeune. Et puis après, après c'est plus la passion de la transmission d'un savoir qui m'a plus intéressé, déjà étant enseignant. J'étais aussi enseignant d'escrime et de faire découvrir l'escrime et de faire progresser des jeunes tireurs qui pour certains ont effectivement atteint un niveau parfois international. Et ça a été un petit peu voilà ce que j'avais vécu avec Yves. Eh bien, j'ai voulu aussi de mon côté, à ma façon bien sûr, mais le transmettre à d'autres. Voilà comment s'est fait mon parcours d'escrimeur et de maître d'armes. D'accord. Est-ce que vous avez un élève qui, pareil, vous a marqué Toujours difficile de faire un choix parmi les élèves, mais bon, oui, quelques-uns qu'on pourrait citer, Christophe Turlier, Bertrand Jouet, Benoît Lambollet, plus beaucoup d'autres. Hein. Alors ceux-ci, ce sont effectivement ceux qui ont atteint le plus haut niveau, mais il y en a beaucoup qui, pour des raisons d'études, parfois auraient pu certainement faire une carrière et se sont arrêtés pour justement consacrer, et à juste raison, plutôt aux études, quand on sait... C'était le problème qu'on avait au départ ici, parce que Bourges, il n'y avait rien au niveau études supérieures. Donc mes élèves passaient la terminale, ils s'en allaient. Donc ça a été toujours un peu une problématique pour Bourges, c'est-à-dire qu'on savait que nous, si on s'engageait dans le répertoire compétitif, on savait que aller jusqu'en cadet, jusqu'à la catégorie cadet, je ne sais pas si ça vous parle un petit peu, hein, on appelle ça maintenant M17. Hein, on savait qu'à partir du moment où le bac concluait un cycle d'études, eh bien, très souvent les élèves partaient et souvent arrêtaient. En tout cas, de toute façon, on ne pouvait plus les avoir pour encore les faire progresser. Et ça, c'est
toujours été une frustration, pour moi en tout cas, pour Yves je pense aussi. C'était encore pire. Et c'est vrai que c'était toujours douloureux de savoir que parfois les 10 ans qu'on avait consacrés à faire progresser certains tireurs, ben, s'arrêtaient pas net comme ça, mais c'était quelque chose qui n'était pas abouti, quoi. Voilà. D'accord, est-ce que ça a changé du coup? Est-ce que maintenant il y a un parcours après la terminale pour ces élèves? Sur Bourges, c'est quand même encore un peu plus peut-être, mais c'est quand même encore très 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 limité. La plupart, allez, 9 sur 10 partent ailleurs. Hein, voilà. D'accord, est-ce que vous savez pourquoi ils partent ailleurs? C'est pour les études ou Ah oui, principalement, oui, oui, tout à fait. Hein. Tout à fait. Notre offre universitaire et d'école un petit peu d'équivalence sont de toute façon très limitées, donc l'offre, voilà un petit peu le... Ok. Seule chose intéressante que j'ai faite ici, c'est d'avoir passé quelques années de ma vie à construire cette salle d'armes. Cette salle est incroyable. Ça a été, à l'époque, ça a été une des plus belles salles de France. Et ça m'a demandé à peu près entre 8 à 9 ans de bataille. Quand on parle, vous voyez, de bataille, ça a été une bataille. Ça a été une bataille politique. Et jusqu'au dernier moment, je me suis battu pour avoir la salle. Mais ça a été, je crois, le plus dur combat de ma vie. Je n'ai aucun regret. J'ai perdu beaucoup de temps. Mais je n'ai aucun regret parce que les jeunes maîtres d'armes, ils travaillent dans de bonnes conditions. Alors que moi, je travaillais dans un... Je me plains pas à la fournie, après on avait un gymnase. Mais il fallait monter tout le matériel à chaque fois qu'on faisait l'escrime. C'était la galère, quoi. Oui, vous pouvez faire. Ouais, elle est incroyable. C'est un bel outil de travail. Ouais, ça doit être très agréable, je pense. Alors oui, c'était Et on l'a inauguré avec Jean-François Lamour. en 92. 1992. J'ai des photos là d'ailleurs, on m'avait dit éventuellement d'amener des photos, j'ai des photos là. On pourrait les regarder à la fin. Donc, beaucoup d'expérience dans l'escrime. Est-ce que vous avez un souvenir, pas forcément en compétition, mais un souvenir dans l'escrime qui vous marque, vous a le plus marqué en fait, tout simplement, dans cette longue carrière? C'est vrai que c'est pas facile. Trop facile de faire un tri dans toutes les émotions, soient positives ou négatives d'ailleurs, mais non, je n'aurais pas là-dessus à faire une... Moi j'ai des souvenirs très précis avec lui. On en a effectivement toujours, mais en mettre un devant plus que d'autres, non, j'ai pas trop envie de me livrer à ce genre de choix. Un jour où en cadet, au stade de Coubertin, il allait en finale. Et ses deux compères qui étaient avec lui avaient été éliminés. J'en ai ramassé un pour qu'il aille continuer de l'échauffer. Et finalement, il a commencé par me battre des meilleurs, il s'est fait battre. Ce qui fait qu'après, il s'est trouvé en barrage. Il a fini 3e, alors qu'il aurait dû terminer premier. Mais bon, il m'a fait une peur terrible, parce qu'à un moment donné, pour passer dans cette finale, il était mené très largement. Et il ne faisait rien. J'ai donc dit, c'est fini. Et d'un seul coup, il s'est réveillé. Il s'est remis à faire du sabre et il a gagné. Et celui contre lequel il a gagné, il est parti pleurer dans son coin. Parce qu'il pensait bien avoir gagné. La mémoire est quand même fidèle. Hein. Impressionnant. Impressionnant. Tout à l'heure, vous parliez de... Et un jour, à Grenoble, avec les frères Voloche, ils ont gagné le tournoi par équipe à eux trois. Sur le tournoi de Grenoble, à eux trois, ils ont gagné le tournoi par équipe. Et lui, vous aviez été parmi les finalistes, tous les trois. Incroyable. C'est une fierté, effectivement. Et d'ailleurs, vous nous parliez justement d'une transmission de virus entre gros guillemets entre l'escrime. Comment est-ce que vous donnerez des conseils aux personnes qui ont envie de commencer l'escrime pendant les initiations, par exemple?
qu'est-ce qui pourrait donner envie à des nouvelles personnes? Un conseil pour commencer. Ouais, c'est ça. Alors, ce qui peut donner envie, c'est déjà le maître d'armes. Ça, déjà, je pense que c'est comme dans beaucoup d'autres sports, hein. L'animateur, le premier éducateur qu'on a, je pense c'est fondamental. Autant si on est bien dans l'activité avec les jeunes enfants, tout de suite, il peut y avoir un fluide qui se transmet. Autant si ça se passe pas très bien au début, souvent, c'est hélas rédhibitoire pour beaucoup. Donc ça, c'est la première chose. Le contact initial est primordial. Et puis après, je pense, moi personnellement, et c'est vrai que là, on voit bien l'évolution dans le temps, les enfants de maintenant ne sont plus ceux d'il y a 30 ou 40 ans. Les fidéliser est peut-être un petit peu plus difficile qu'avant. Et puis, par contre, ce qu'on a comme atout principal dans notre sport, c'est une transmission de valeurs basée sur principalement le respect, avec encore quelques traditions. Et ça, je pense que tant qu'on pourra vraiment avoir ce levier-là, alors ça ne réussit pas à tous les coups, et c'est une bataille de tous les instants, hein, y compris avec les parents. Il faut aussi dire que les parents ne sont plus les mêmes, sont parfois peut-être un petit peu moins présents, globalement. Et donc ça, vraiment, il faut toujours nous battre pour avoir toujours cette proximité avec les enfants et les parents. Et puis aussi, donc, cette transmission que j'évoquais tout à l'heure de valeurs qui sont inhérentes à notre sport, quoi, hein. On se salue, on est courtois normalement, ça n'empêche pas que des fois il peut y avoir du combat extra-piste, on va dire ça comme ça, mais en tout cas ça reste quand même fait dans de bonnes conditions, et tant qu'on pourra transmettre ça, on prend. Alors c'est vrai que c'est dommage que notre sport soit encore un peu à la marge de beaucoup d'autres, hein. Il n'est pas encore très très connu, hein, même si on en voit tous les 4 ans à la télé, on va dire, hein, en moyenne. Donc ça, c'est quand même un handicap, hein, parce qu'on ne combat pas des fois avec des sports un peu plus porteurs, comme le foot ou le basket, par exemple, à Bourges. On pourrait certainement peut-être avoir plus de filles qui pratiqueraient. On en a beaucoup déjà, mais voilà, donc on sait que si la fille est un peu grande, elle ira plutôt au basket qu'à l'escrime ou dans un autre sport. Et voilà, donc c'est un petit peu ça notre mission, comme Yves l'avait lui en son temps. On fait toujours des initiations dans des écoles, on fait toujours, voilà, ça n'a pas vraiment changé ça, d'aller un petit peu à la recherche de futurs nouveaux licenciés. Et de mon temps, il a fallu travailler sur le sabre, parce que le sabre en France était très peu connu. Dans les salles d'armes, on faisait du fleuret et de l'épée. Le sabre était laissé de côté. À telle enseigne, c'est que lui, il l'a connu quand on allait à un championnat de France. On mettait les sabreurs dans une salle quelconque. Annexe. Parce que c'était le sabre. Et moi, alors que j'avais commencé l'escrime par l'épée, quand j'étais à Albi, j'avais fait un stage de sabre avec le maître Thiriou, et on avait décidé d'essayer de faire un effort sur le sabre. Et à Albi, où je n'avais pratiquement que des fleurettistes et des épéistes, quand je suis arrivé ici à Bourges, j'ai essayé de lancer le sabre. Et quand j'allais dans les écoles primaires, en général, mais il y avait une question de matériel. Je présentais des fleurets et des sabres, je faisais essayer le fleuret, essayer le sabre. Et après, on essayait de faire le tri. Okay. Et par contre, j'avais fait au lycée Alain Fournier, sur ma fin de carrière, j'avais réussi à faire en sorte que les escrimeurs puissent passer le bac avec une option escrime. J'ai donc eu un certain nombre d'escrimeurs qui après m'ont remercié parce qu'ils ont eu le bac grâce à l'escrime. D'autres m'ont remercié parce que grâce au point de l'escrime, ils ont réussi à rentrer dans une école où on leur demandait d'avoir un bac avec un certain niveau. Malheureusement, ça s'est arrêté quand moi j'ai pris ma retraite de professeur. C'est dommage. Oui, c'est dommage, c'est une bonne initiative, comme pour tous les autres sports qui sont en option.
Et à l'époque, au lycée Alain Fournier, les élèves du second cycle, seconde, première, terminale, pouvaient venir 3 heures par semaine travailler sur l'escrime, même s'ils n'étaient pas escrimeurs de base. Ok. Toi, tu ne l'as pas connu, ça ne se faisait pas. Parce qu'à l'époque, ça aussi, ça a été une bataille de ma part. Faire en sorte que les escrimeurs essayaient de pousser l'escrime. Et j'avais réussi à avoir ça de l'académie. Et bon, malheureusement, quand j'ai pris ma retraite, il fallait qu'il y ait un prof d'éducation physique dans un lycée qui continue. Il n'y a eu personne. Ça s'est arrêté. Personne n'a voulu reprendre ce projet. Je pense que ça s'est arrêté dès mon départ. C'est dommage. Vas-y. Aujourd'hui encore, est-ce que vous pensez que si vous reproposez ce projet, vous pensez que quelqu'un pourrait le reprendre? On va dire par exemple vous ou d'autres personnes qui vous avez formé, ça ne pourrait pas les intéresser pour le remettre au goût du jour? Ça pourrait aider les enfants d'aujourd'hui? Disons que l'académie, c'est très spécial. Ça veut dire qu'à l'époque, ils exigeaient que ce soit un professeur d'éducation physique. Or, comme professeur d'éducation physique, on n'était pas très nombreux. Professeur d'éducation physique, maître d'armes. Et moi, j'avais réussi à l'obtenir. Et quand je suis parti à Orléans, je sais qu'il y avait un prof d'éducation physique, je crois qu'il aurait pu continuer, mais à mon avis, il n'a pas souhaité. Oui, parce qu'on vous parle d'un temps quand même, pour compléter un peu le Je propos vous parle de d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. il y a peut-être plus de 20 ans, mais on a eu un changement radical pendant nous, ce qu'on a vécu dans notre carrière. C'est qu'à notre époque, les maîtres d'armes professionnels qui ne faisaient que ça n'étaient pas si nombreux que ça. Donc en priorité, c'était des maîtres d'armes qui étaient professeurs d'éducation physique, hein, ou comme moi, enseignants ou qui faisaient un autre métier, et qui en plus de leur métier faisaient effectivement cette activité de maître d'armes. Mais effectivement, les maîtres d'armes professionnels, tels qu'on les connaît même ici avec Jean-Luc et Baptiste, c'est pas si vieux que ça, hein, des gens qui sont payés uniquement pour faire de l'escrime. Ok. Donc il y a eu une évolution, qui est une bonne évolution, hein, malgré tout. Hein, parce que c'est vrai que des fois, quand on avait fini notre journée de boulot, se taper après 3 heures d'entraînement le C'est soir, vrai aussi que et puis le week-end, aller le samedi et le dimanche sur les lieux de compétition, C'est il vrai arrivait aussi un que moment où on pouvait fatiguer un petit peu. Quoi, hein. la salle d'armes, ça rend du service. Parce que c'est pareil, quand j'ai arrêté l'escrime, quand j'ai arrêté ma carrière, je faisais l'escrime au lycée Alain Fournier. N'étant plus au lycée Alain Fournier, c'était terminé. Il a fallu la fin de la salle d'armes, c'est terminé juste au moment où je finissais ma carrière. J'avais essayé de jouer là-dessus, mais je voulais qu'après ça puisse se continuer. Et ça s'est fait. La salle d'armes a été inaugurée ici. Et à la fin de l'année scolaire, je prenais ma retraite. Ok. Du coup, toutes ces années au sein de l'escrime ont été un peu marquées par les Jeux Olympiques, je suppose, que ce soit plutôt indirectement avec des retombées en tant d'adhérent. Est-ce que, par rapport à l'actualité, est-ce que vous attendez quelque chose en particulier de Paris 2024 en fait? Alors, question, oui, difficile pour y trouver une réponse juste et précise. Oui, bien sûr, ça peut être un levier pour effectivement faire découvrir. Alors, le problème, c'est ça, c'est qu'on a l'impression qu'on découvre cette activité tous les 4 ans. Et effectivement, souvent, lorsqu'il y a les Jeux une année, cette année-là, en général, si les résultats des Français ont été couronnés de succès, en général, c'est quand même souvent le cas, on s'aperçoit très souvent qu'il y a une montée de licence en termes de nombre, et qui parfois après
s'essouffle un petit peu sur les 3 ans qui suivent pour repartir éventuellement 4 ans après. Voilà, c'est un peu le problème qu'on a aussi, c'est qu'on est mis en lumière, ce sport-là est mis en lumière uniquement, pas que, mais en tout cas très très majoritairement que tous les 4 ans, quoi. Hein, donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu un Et frein. plus ici, on avait cet inconvénient de ne pas être une grosse ville universitaire. Oui, alors oui, de plus, mais je veux dire que la publicité pour l'escrime, pour faire venir des gens, Ouais. c'est principalement les Jeux C'est les Olympiques Jeux Olympiques. qui nous les offraient, hein. Donc là, effectivement, Paris 2024, il est bien évident que j'espère que la lumière sera bien mise sur tous les sports, mais sur nous, pour nous l'escrime, et qu'elle nous apportera déjà des titres, beaucoup de médailles, et puis de futurs licenciés. Bien sûr. Là, ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que l'escrime est un sport qui marche bien au JO finalement, parce qu'il y a souvent de très bons résultats. Mais au sein de la France, finalement, on dirait qu'il y a un peu du mal à passer un cap en fait, pour, comme vous dites, rejoindre certaines catégories comme le basket ou même l'athlétisme maintenant, pour un peu plus. Oui, peut-être plus mis en valeur, oui. Alors, peut-être que le fait que nous sommes aussi, lorsque nous faisons des compétitions devant un public très très restreint, à part quelques épreuves comme celle d'Orléans, effectivement, mais qui peuvent attirer 5 ou 6 000 personnes à l'occasion, mais sinon c'est presque dans une intimité complète que les compètes se font, en dehors des tireurs, de quelques parents, des maîtres d'armes et puis des organisateurs. On avait organisé malgré tout quelques grands événements à Bourges qui ont attiré un peu de public à l'occasion. Il y avait eu les championnats d'Europe senior en 2003, il y a eu les championnats du monde cadet junior en 2000, ma mémoire va peut-être être infidèle, mais 2010, et plus d'autres de grandes épreuves qui ont fait que là, effectivement, ça a mis la lumière localement sur Bourges. Pour autant, on ne peut pas dire non plus qu'on a eu 150 licenciés de plus dans les 2 mois qui ont suivi, hein. C'est pas non plus, c'est quelque chose. Ce sport est assez, il est assez délicat dans son. Je ne sais pas si vous étiez escrimeur avant de travailler, pas du tout. Donc c'est quelque chose dans lequel on rentre difficilement. Il y a des règles qui sont pas toujours simples à comprendre. Et déjà, si on n'a pas ce référent au départ, on peine à apprécier, on va dire, hein, à part à l'épée, où à l'épée, les 2 lampes s'allumant, et c'est le premier qui touche qui marque le point, effectivement, elle est facile. Mais le sabre et le fleuret, qui sont des armes de convention, automatiquement, ce sont des règles avec des règles prioritaires. Et effectivement, pour quelqu'un qui ne connaît pas la discipline, très vite, c'est compliqué, quoi. Alors, en dehors du fait que pendant les Jeux, même si on ne comprend rien, s'il y a un Français en demi-finale, là, par contre, on va le regarder. Automatiquement, puis là, le sentiment patriotique va être au top, et effectivement, même si on n'y comprend pas grand-chose, on va être derrière, effectivement, le Français. S'il n'y a pas de Français dans le dernier carré, ça perd un peu de son intérêt pour beaucoup de gens, quoi. Donc ça, c'est une de nos problématiques, et encore, il y a eu quelques progrès de fait, notamment en termes d'électrification des armes, hein, principalement le sabre, il y a maintenant, je dirais pas loin d'une 30aine d'années. L'arbitrage, maintenant, les arbitres ont une gestuelle qui peut être plus facilement comprise qu'avant, qu'il n'y en avait pas, hein, on va dire ça comme ça. Donc voilà, il y a quand même une évolution, mais malgré tout, ça reste quand même encore un peu. C'est difficile d'accès. Enfin, moi, je le pense comme ça, hein. Alors, je ne sais pas si vous, en voyant de l'escrime, ça vous comprenez tout de suite ce qui se passe et vous arrivez à en comprendre les règles du jeu tout de suite. C'était compliqué au début, j'avais vu le Grand Prix sabre à Orléans homme-dame, et j'avais pas encore vu d'escrime jusque-là, plus que ça, donc quand je l'ai vu, ça allait très vite. Alors déjà, oui, ça c'est un sport qui exige de la vitesse, de la rapidité, effectivement. Mais voilà, si. Et encore, on avait un petit carnet puisqu'ils avaient mis les règles élémentaires, on va dire. Donc, on pouvait regarder en fonction de ce que l'arbitre faisait comme gestuelle. Voilà, oui. C'est pour ça que je reviens sur cette gestuelle qui nous a beaucoup aidé
à faire comprendre un peu mieux ce qui se passait dans un combat Il y a eu d'escrime. à un moment donné, à la télévision, lors de jeux quelconques, des ralentis de faire sur l'escrime. Ça permettait, parce que finalement, le public, qu'est-ce qu'ils ont les gens? Ils n'ont pas les yeux pour voir. Ça va trop vite pour eux. Oui, c'est vrai. Voilà, donc, sur un ralenti, ils arrivaient à voir mieux. Oui, c'est vrai. Mais pas parfaitement malgré tout pour certains ralentis. Hein. C'est pas non plus toujours d'une évidence Non, absolue. mais Hein. il y a eu par exemple des ralentis sur l'épée, où là, ça permettait de voir nettement ce qui se passait. L'épée étant pour un public quelconque l'arme la plus facile à comprendre, puisque ou bien ça s'allume des côtés ou ça s'allume pas. Et donc les gens y voient. Ils voient, le jeu est plus calme, enfin il est très différent. Et donc ça permet de mieux voir. Ok. Donc, nouvelles technologies qui permettent à l'escrime d'évoluer. Bien sûr. On voit que, comme vous l'aviez dit, donc le sabre qui s'est fait une place petit à petit au sein d'escrime. Les femmes aussi, qui sont arrivées dans le sport assez récemment quand même, dans les années 90, non 80. Ah, au niveau du sabre, oui, en tout cas, oui. Du sabre, il y avait eu l'épée juste à... Alors l'épée, c'était quelle année? L'épée féminine. Parce qu'avant, effectivement, les femmes ne pratiquaient que le fleuret. Alors de mon temps au départ, les filles ne pouvaient faire que du fleuret. C'est ça. Pourquoi? Parce que, ça c'est un truc aussi, je me suis battu là-dessus, mais bon, parce que la Fédération internationale estimait que l'épée, par exemple, et le sabre, c'était trop violent pour une femme. Un beau jour, ils ont fini par... Et c'est un peu dommage parce que moi je sais que parmi les élèves que j'ai pu avoir, j'ai eu des filles qui auraient voulu coûte que coûte faire du sabre. Elles en faisaient comme ça à l'entraînement, mais je ne pouvais pas les lancer en compétition, j'ai pas le droit. Alors après, on a permis l'épée, parce qu'on a commencé à faire du matériel aussi, notamment des bustiers qui permettaient aux femmes d'être, disons, plus... Plus ne pas protégé. avoir trop de problèmes avec la lame. C'est vrai qu'une lame d'épée est très dure. Mais avec les bustiers, ça permettait d'être plus à l'abri. Puis enfin, il y a eu le sabre. Parce que c'est pareil, le sabre. Quand ils ont permis l'épée, j'ai dit, mais pourquoi pas le sabre? Le sabre n'est pas plus violent que l'épée. Le sabre fait par de bons sabreurs, j'entends. Parce que des fois, il y a des sabreurs qui sont un peu durs. Donc finalement, on arrive à cette parité maintenant, au niveau des armes en tout cas, entre les hommes et les femmes, et ça, effectivement, c'est vraiment très bien. Hein. Parce qu'on s'aperçoit que quand on voit pratiquer des sabreuses, elles proposent un jeu qui est à l'identique de ceux des hommes, et puis elles développent peut-être d'autres qualités que les hommes n'ont pas, mais bon, alors après c'est une histoire aussi de puissance, mais en tout cas c'est vrai qu'on arrive à... Enfin, je vois pas effectivement pourquoi pendant très longtemps on a refusé... La mentalité sûrement. En tout cas, les femmes ont pris une place hyper importante dans l'escrime. On voit même les résultats, par exemple, même Bien sûr, tout à fait, oui, bien sûr. Tout à fait. Hein. On est tout à fait d'accord avec ce constat-là et faut que ça dure, bien sûr. Eh ben, je sais pas si on a oublié quelque chose. Ah oui, si, peut-être. Comment on dit ça? Des projets futurs, peut-être plus autour de la salle d'escrime, je suppose, hein, parce que. Et autour des futurs projets qui pourraient se dessiner prochainement à Bourges. Alors à Bourges, pas à ma connaissance, en tout cas, j'ai pas eu vent d'un projet tel que je vous avais, ce que j'avais évoqué tout à l'heure sur une organisation de championnat du monde d'Europe. On organisait avant le Covid tous les ans une épreuve du circuit national M20 et au sabre hein, et vétérans également. Donc pendant les années Covid,
il y a eu un break. Et puis cette année, on devait effectivement l'organiser, mais pour des raisons un petit peu de logistique, on n'a pas pu le mettre en place cette année. Donc on espère bien entendu reconduire ces épreuves-là l'année prochaine, dès l'année prochaine. Et puis sinon, le projet essentiel, c'est de toujours amener à la salle de plus en plus de gamins, hein, principalement, mais pas que, des adultes qui veulent s'essayer. Moi, j'ai un groupe loisir depuis quelques années où il n'est pas rare de voir des gens qui ont 30-35 ans découvrir et à l'occasion pratiquer l'escrime, quoi, hein, qui même après font de la compétition pour certains. Donc, il n'y a pas Alors c'est vrai que quand on commence plus jeune, c'est comme dans beaucoup de disciplines, les réflexes, le geste technique se fait peut-être et s'apprend peut-être plus rapidement, mais il n'y a pas de... Ça n'exclut pas le fait que quelqu'un qui a 30 ans veut commencer l'escrime, il s'amusera de toute façon à un moment ou à un autre également.